Définir les cibles des indicateurs. Ça, c'est important. Alors, les indicateurs doivent être cadrés pour être facilement comparables par les utilisateurs en définissant une cible pour chaque indicateur. Donc, la cible peut être plage de valeur, c'est-à-dire valeur max et min. Et je veux dire que voilà les valeurs min que je dois avoir et les valeurs max que je dois avoir. Et à ce moment-là, si mes résultats sont ici, c'est bon. Si mes résultats sont ici ou ici, donc ce n'est pas bon. Alors, valeur à atteindre, évolution prévisionnelle. Effectivement, dans tout ce qui est avancement des activités, avancement des projets, avancement des études, donc il y a toujours la notion de taux d'avancement et la notion de temps. Et je fais une courbe prévisionnelle. Donc, généralement, c'est la courbe en S, qui est connue dans le management des projets. Donc, ça commence difficilement, puis ça reprend très bien, puis les retouches et les réglages finaux, ils prennent un petit peu de retard. Alors, il y a une courbe qui s'aplatit ici, et il y a un point d'inflexion ici, un autre point d'inflexion ici. Ça, c'est prévisionnel, ce que vous avez prévu réaliser. Vous êtes à 100% en 12 mois, ou en 24 mois, ou en 36 mois. Alors, je fais la courbe de réalisation et je suis. Voilà. À ce moment donné, à chaque moment donné, je fais la lecture de ce sens-là. En temps T, voilà l'avancement réel et voilà l'avancement prévisionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en retard. Donc, j'ai un delta top de retard. J'ai 20%, j'ai 10%, j'ai 15% de retard. Alors là, il faut prendre une décision pour redresser. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a un manque d'effectifs? Est-ce qu'il y a un manque de ressources? Pourquoi ça se passe? Et prendre la décision pour un petit peu se rattraper et terminer dans les délais. Implication dans le choix des indicateurs. Alors, pour bien choisir un indicateur, il faut impliquer tous les acteurs concernés par la collecte des données. Alors, les personnes qui vont collecter des données, ils font un travail très spécial. Pourquoi? Parce que c'est sur la base de ce qu'ils vont vous communiquer que le calcul sera fait et que le résultat sera apprécié, et ça peut que ça soit faux. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les intégrer, il faut voir les difficultés qu'ils ont dans tout ce qui est collecte de données. Le calcul de l'indicateur. Il faut aussi définir la formule de calcul de l'indicateur, qui soit une formule qui est claire, qui est facile, que les données sont là. La communication de l'indicateur. À qui communiquer l'indicateur? On fait l'indicateur, c'est pour avoir une idée et c'est pour prendre une décision après. Mais si on fait le calcul de l'indicateur et on laisse dans le PC, il n'est pas partagé, il n'est pas envoyé aux personnes concernées, alors ça ne sert à rien. L'analyse de l'indicateur, alors il faut analyser l'indicateur, il faut voir la tendance de votre indicateur. Il faut faire une analyse pour dire pourquoi il y a une amélioration, pourquoi il y a une contre-performance, et c'est pourquoi ça va permettre de trouver là où il y a un problème et vous allez mettre en place l'action qu'il faut. Et bien sûr, la mise en œuvre de l'action. C'est l'action qui est prise après l'analyse de l'indicateur. Et ça, c'est le travail du manager qualité, sécurité, environnement qui fait le suivi de ces indicateurs, ces tableaux de bord. Et c'est un moyen de communication avec les pilotes des processus et c'est un moyen de communication avec la direction pour donner et présenter l'état de santé du système de management global. Alors, les indicateurs doivent être mis en œuvre, évalués périodiquement et améliorés. Pourquoi? Pour éviter la saturation. 100%, 100%, 100%. Comment ça? Vous avez mis en place un indicateur et vous avez des difficultés dans un processus, mais après, avec la maturité, avec les actions, vous avez atteint votre niveau supérieur de votre indicateur. Il devient un calcul à 100%. Est-ce que cet indicateur va servir à quelque chose après? Non. Il faut changer. Il faut changer d'indicateur. Il faut revoir l'indicateur. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'il soit toujours pertinent et avec une valeur ajoutée? Suivre l'amélioration continue du processus. C'est aussi, il faut revoir votre indicateur. Vous avez réalisé une étape, c'est bon, c'est maîtrisé. Alors, il faut passer à l'étape suivante. Adapter la fréquence de mesure. Oui, par exemple, dans il y a un dysfonctionnement, il y a un début de mise en œuvre, on fait une fréquence très grande, ça veut dire des mesures très rapprochées, mais après que le système est rodé, le système est devenu mature, au lieu de faire des mesures hebdomadaires ou bien mensuelles, on peut faire trimestrielles, on peut faire semestrielles. Pour améliorer la précision, c'est aussi
Par exemple, j'ai mon indicateur qui fait un calcul et que le calcul que j'utilise, il me donne des valeurs plus ou moins précises. Je peux revoir mon indicateur pour plus de précision. Facilité à l'analyse, c'est aussi, je peux revoir mon indicateur pour qu'il soit facile dans l'analyse et je peux, ça veut dire revoir les valeurs de seuil, revoir les valeurs de référence, revoir les valeurs d'objectifs pour qu'il soit toujours facile à analyser. Et bien sûr, adapté aux nouveaux objectifs. Et alors, je fais une revue pour qu'il soit adapté aux nouveaux objectifs. Un nouveau objectif qui apparaît, donc il faut lui assigner des indicateurs. Parfois, il faut utiliser les indicateurs anciens pour les revoir et les adapter, et ainsi de suite. Les indicateurs à éviter. Ça, c'est un élément essentiel pour un petit peu gérer votre système de management. Les indicateurs à éviter. Les indicateurs sont centrés sur les individus. Ils encouragent la motivation individuelle, mais détruisent l'esprit du groupe et génèrent des conflits. Alors, M. X a fait un bon travail, M. Y a fait une mauvaise performance. Alors là, ça va générer des conflits, surtout si les personnes travaillent dans la même équipe ou bien le même processus. Les indicateurs complexes, ils demandent beaucoup de temps entre la mesure, l'analyse et deviennent passifs. Vous n'avez pas les informations à temps, vous avez une formule de calcul qui est très complexe, donc vous n'êtes pas en mesure de faire le calcul rapidement. Alors les indicateurs complexes, c'est une perte de temps à éviter, et on dit qu'il faut mieux utiliser des indicateurs simples. Les indicateurs nombreux demande beaucoup d'efforts pour la compréhension et l'analyse. Alors, il y a trop, on appelle ça la surcharge du tableau de bord. La surcharge du tableau de bord, ça veut dire que vous faites beaucoup d'indicateurs et parfois des indicateurs qui sont redondants. Je calcule le taux de disponibilité et je calcule le taux d'indisponibilité. Et ce sont complémentaires. Si j'ai 90%, c'est automatiquement j'ai 10% d'indisponibilité. Pourquoi faire les deux? Ça ne sert à rien. Indicateur par rapport à la performance. Le taux de performance réalisation par rapport aux objectifs, c'est 80%. Très bien. Et le taux de contre-performance, je vais mettre 20%. Ça ne sert à rien. Alors, essayez de mettre des indicateurs pertinents, simples, faciles, et éviter que trop d'indicateurs, avec un tableau de bord qui est plein d'indicateurs, ça ne sert pas beaucoup de choses. Les indicateurs sont références. Ils sont incomparables et donc sans vision. Vous faites un indicateur abstrait. Il n'y a pas de référence. Il ne peut pas me dire si je suis bon ou je ne suis pas bon. Il ne peut pas me faciliter à prendre la décision. Alors là, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il est sans valeur ajoutée. Quelques informations sur les fiches d'identité d'indicateurs. Par exemple, l'information que je cherche, l'information de l'indicateur, le contenu et quelques exemples. Alors, par exemple, prenons intervenant, exploitation, recueil, acteurs concernés. Qui va être en mesure d'intervenir pour définir des indicateurs par rapport à l'exploitation, par rapport au recueil des données, par rapport aux acteurs concernés. Donc, vous avez ici le chef d'équipe maintenance mécanique, il fait la mesure et la communique au responsable maintenance qui fait analyse et AG. Alors, chaque fois qu'il y a un indicateur, il faut qu'il y ait un suivi dans l'analyse. Par exemple, ici, existant ou à mesurer. Donc, au niveau de performance, on est à 92%. La cible qu'on veut atteindre, c'est 98%. Le seuil d'alerte de non-conformité, c'est 93% ou 92%. C'est le premier seuil d'alerte et le seuil de non-conformité. Comment ça? Je suis dans le niveau actuel à 92. Je vise une amélioration, je veux aller à 98. C'est possible, les ressources sont là, les performances, les compétences, tout ça, c'est disponible. Alors, je ne peux continuer à mesurer que je mets en place les seuils d'alerte et de non-conformité. Comment je vais faire? Je vais dire, si j'atteins 93%, je suis dans le seuil d'alerte. Si je fais la même performance que la performance mesurée ou inférieure, je suis dans la non-conformité. Et ça permet de dire quoi? Ça permet de, chaque indicateur est là, ses propres limites. Alors, à quelle fréquence collecter? C'est une fréquence qui est tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur de performance que je dois suivre tous les jours.
Les modes opératoires, les procédures de recueil, mode opératoire, les critères d'inclusion et d'exclusion des données. Donc, totaliser quoi? Les heures des arrêts suite aux pannes mécaniques. Donc, c'est le total des heures d'arrêt, THA. L'indicateur égal à quoi? Le total des heures de marche moins le total des heures d'arrêt divisé par le total des heures de marche. Donc, à ce moment-là, j'ai un taux de fonctionnement. Alors, c'est quoi la nature? Est-ce que c'est un taux, un ratio ou un nombre? Donc, je dirais que c'est un taux, parce que ça va me dire un taux de fonctionnement, un taux de disponibilité de mes outils. Alors, tout ça, chaque indicateur doit avoir une fiche d'identité comme celle-là. Donc, le libellé, c'est quoi? Et la nature, le champ de mesure, les fréquences, les procédures, etc. Si on veut faire une lecture de cet indicateur, c'est quoi l'indicateur? C'est l'indicateur qui va me donner le taux de disponibilité des installations de production. Un taux de disponibilité. La nature, c'est un taux. Il va utiliser quoi? Les heures des arrêts machine. Alors, si la machine est à l'arrêt, alors le responsable de production sera impacté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas produire. Mais les heures de marché, d'arrêt machine, ils sont impliqués, ils vont impacter le responsable de la maintenance. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a des arrêts de machine, donc c'est un problème de disponibilité. Donc la formule de calcul est là, la fréquence, et c'est tous les jours. Qui va faire ça? Donc c'est le chef de maintenance mécanique qui va mesurer, faire la communication correspondante de maintenance pour analyser et agir. Augmenter la disponibilité des installations, ça c'est l'objectif. Et voilà le niveau actuel, le niveau la cible, pardon, et les seuils de non-conformité, et le seuil d'alerte et le seuil de non-conformité. Alors maintenant, nous avons donné une fiche de notre indicateur. Ça, on peut le définir pour l'ensemble des indicateurs, bien sûr, et on fait l'analyse, on fait la collecte des données, le calcul et bien sûr l'analyse. Un tableau de bord. C'est quoi un tableau de bord? C'est une représentation graphique synthétique d'un ensemble d'indicateurs donnant à l'utilisateur tous les éléments lui permettant de prendre efficacement et rapidement des décisions. Et ça, c'est la fin de l'explication par rapport à un tableau de bord. Donc, si mon tableau de bord ne me permet pas de prendre rapidement et efficacement une décision, alors le tableau de bord ne sert à rien. Ça, c'est sûr. Et la plupart des cas, on fait des audits et on demande les indicateurs au tableau de bord. Est-ce que vous pouvez prendre une décision en analysant ces indicateurs, en analysant votre tableau de bord? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Pourquoi? Parce que mon tableau de bord il est pauvre. Il ne contient pas suffisamment d'indicateurs pour pouvoir prendre rapidement et efficacement la décision. Et là, c'est toute la partie de construction du tableau de bord. Alors, chaque acteur doit avoir un tableau de bord adapté à son processus. Donc, on parle toujours de l'approche processus et le pilote du procès doit avoir son tableau de bord. Ça représente doit être simple et facile à exploiter. Donc, un ensemble d'indicateurs simples, pas trop d'indicateurs, pas trop d'écriture. Généralement, les graphiques et les couleurs facilitent la vie. Et il doit être mis à jour périodiquement selon une fréquence bien déterminée. Donc, je dois revoir mon tableau de bord en fonction des fréquences, en fonction de la stabilité de la marche, en fonction de la variabilité, en fonction des paramètres de calcul, en fonction de certains paramètres externes. Donc ça, il faut définir la périodicité. Il faut toujours joindre un commentaire aux chiffres. Ça, c'est aussi important. Par exemple, vous avez par exemple les heures d'arrêt de machine par jour, environ 30 minutes. Ça, c'est dans le cadre de la maintenance préventive. Une fois, vous avez fait 1h30. Alors, ça passe une valeur qui est trop par rapport aux valeurs habituelles. Donc, il faut à côté mettre en place un commentaire. Le commentaire soit indisponible de la pièce de rechange, soit la maintenance préventive a conduit à une maintenance curative. Il faut donner une explication et un commentaire pour faciliter la communication et l'exploitation. Sinon, quand celui qui va recevoir votre indicateur ou votre tableau de bord, il va se poser la question, pourquoi il y a une valeur de telle? Donc, ça va poser une communication, appelle M. X, appelle M. Y, faire ça, ça ne sert à rien, c'est temps perdu. Il vaut mieux ajouter un commentaire pour faciliter les choses. Le tableau de bord doit comporter des indicateurs associés aux objectifs et surtout en nombre
restreint, pas trop d'indicateurs. Trop d'indicateurs tuent l'information essentielle et ça perturbe celui qui analyse. Donc, si on analyse un certain nombre limité d'indicateurs, c'est beaucoup mieux. Si on analyse plein d'indicateurs, alors ça sera difficile et ça sera une cause d'erreur. Alors, indicateur, 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 il faut les présenter sous forme d'un tableau de bord et le tableau de bord, il sera facile à analyser et bien sûr à suivre. Maintenant, avec la nouvelle technologie, il y a des tableaux de bord qui se calculent automatiquement, qui se font les présentations automatiquement et en temps réel. Et il y a des alertes automatiques aussi. Quand votre valeur dépasse les valeurs de cible ou bien les valeurs de non-conformité, vous avez une alerte qui peut apparaître chez tous les responsables qui sont concernés par cet indicateur. Et là, ça commence à bouger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Et il faut donner des explications pour remédier à la situation. Démarche d'élaboration d'un tableau de bord. Pour assurer la construction d'un tableau de bord, il faut répondre aux questions non exhaustives. Quel est l'objet du tableau de bord? Est-ce que c'est un objectif de produit, service, projet, structure, zone, région, etc. Est-ce que c'est pour s'informer? Est-ce que c'est pour contrôler? Est-ce que c'est pour anticiper, prendre des décisions, communiquer? Il faut définir ça. Qui est l'utilisateur du tableau de bord? Fonction du destinataire. Est-ce que c'est un manager? C'est un cadre? C'est un acheteur? C'est qui? Pourquoi? Pour adapter l'indicateur à l'utilisateur et pas adapter l'utilisateur à l'indicateur. Place de l'objet de suivi dans sa fonction et de quel indicateur a-t-on besoin. Quelle représentation graphique adaptée? Histogramme, nuage, courbe, camembert, diagramme radar, tout ça. Quand doit-on recevoir le tableau de bord? Est-ce que chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Oui, parce que le tableau de bord, c'est pour orienter et prendre des décisions et agir. Donc, il faut qu'il y ait une périodicité et il faut respecter cette périodicité. Quand doit-on réagir? Quand doit-il réagir au tableau de bord? Immédiatement? Est-ce qu'après une heure, après un jour, etc. Et ça veut dire quoi? Quand je fais un ensemble des indicateurs, j'élabore le tableau de bord, je communique le tableau de bord et celui qui va recevoir le tableau de bord, il a un temps de réaction aussi en fonction de l'importance de cet indicateur, ou bien des paramètres de cet indicateur par rapport à un objectif. Est-ce qu'il doit réagir immédiatement après l'obtention? Est-ce qu'il a une heure d'analyse pour pouvoir réagir? Est-ce qu'il a un jour d'analyse pour pouvoir réagir? Ça, aussi, il faut aussi qu'il soit défini. Pourquoi? Parce qu'un indicateur d'un tableau de bord, c'est pour initier une action, s'il le faut. S'il ne faut pas d'action, donc s'il n'y a pas de souci, mais il faut prendre une décision pour dire c'est bon, on continue, ou bien attention, il faut arrêter, ou bien il faut modifier quelque chose. Une synthèse par rapport aux actions et par rapport aux étapes. Donc, il faut définir déjà et commencer par un objectif SMART et accepté. L'objectif, généralement dans les certains temps, donc, ce sont des objectifs qui sont négociables. Donc, un responsable manager avec son collaborateur, il discute par rapport à l'objectif et il s'engage sur l'objectif. Le collaborateur s'engage sur l'atteinte de l'objectif. Le responsable s'engage sur la mise à disposition des ressources. Voilà les ressources qu'il faut et vous allez l'objectif que vous allez réaliser. Processus disposant des informations et des ressources. Risques identifiés et maîtrisés. C'est les risques par rapport à cet objectif. Choix des indicateurs les plus pertinents en collaboration avec les acteurs concernés par l'objectif. Donc, je ne vais pas choisir l'indicateur seul, mais je vais intégrer toutes les personnes qui sont concernées par cet objectif en tenant compte, bien sûr, des risques. Formalisation des indicateurs. Ça fait fiche des indicateurs que nous venons de voir. Choisir les indicateurs pour le tableau de bord. Parfois, j'ai besoin de plusieurs indicateurs pour mon fonctionnement, mais quand je veux construire mon tableau de bord, je vais prendre certains indicateurs pour orner mon tableau de bord. Mettre en œuvre, revoir la pertinence périodiquement, améliorer les indicateurs et tableaux de bord. Donc, c'est une démarche de PDCA, planifier, mettre en œuvre, évaluer et bien sûr améliorer. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà commencer par définir les objectifs globaux de l'organisme, faire la déclinaison pour les objectifs qualité, les objectifs santé et sécurité et les objectifs environnement. Et voir pour chaque processus comment il participe à l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire une autre déclinaison, pas par nature, mais par processus. Déclinaison processus qualité, objectif qualité, objectif de la santé et sécurité par le processus 1, processus 2, 3 et 4, on a la même chose. Et pour tous les processus, désignation d'indicateurs, définir la formule de calcul, la fréquence de surveillance, l'unité de mesure, les valeurs de référence,
la cible à atteindre, la valeur mesurée, écart par rapport à la cible. Et comme ça, vous serez en mesure d'évaluer votre fonctionnement par des indicateurs. Vous pouvez le piloter et grâce au pilotage, vous allez réaliser et atteindre vos objectifs d'une façon très simple et très pratique. Est-ce que vous avez des questions? C'est un peu rapide, ça contient beaucoup d'informations, mais quand même,